Ils ont construit des routes qui existent encore aujourd'hui. Ils ont créé des lois qui nous guident toujours. Cependant, sur le champ de bataille, les Romains étaient tout autre chose. Plus que des guerriers, ils étaient des penseurs, des maîtres de la stratégie. Parfois, leur tactique était si impitoyable et si inattendue qu'ils ne se contentaient pas de gagner des batailles, mais écrasaient littéralement l'esprit de leurs ennemis. C'était une armée bâtie sur la discipline, la peur et la précision. Une machine inarrêtable qui ne combattait pas seulement plus fort, mais plus intelligemment. Leurs adversaires ne voyaient jamais venir le coup. Et quand ils le voyaient enfin, il était trop tard. Aujourd'hui, nous découvrons les secrets des tactiques de combat les plus extraordinaires de l'armée romaine, celles qui ont véritablement choqué le monde antique. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne jamais manquer de telles histoires. L'une des tactiques les plus choquantes et efficaces de l'armée romaine était quelque chose qui ressemblait plus à une étrange machine qu'à un groupe d'hommes. On l'appelait la tortue. Ce nom signifie tortue en latin. En voyant cette formation en action, le nom devenait parfaitement compréhensible. Imaginez des rangées de soldats marchant lentement vers l'avant. Leurs boucliers étaient joints si étroitement que même une flèche ne pouvait s'y glisser. Des boucliers devant, des boucliers au-dessus, des boucliers sur les côtés. De loin, cela ressemblait à un char vivant fait de métal et de muscles. Ce n'était pas une formation ordinaire. C'était un mur, un toit et une carapace se déplaçant comme un seul corps. Mais pourquoi cela inspirait-il une telle terreur? Parce que c'était presque impossible à arrêter. Les archers les arrosaient d'une pluie de flèches, mais rien ne perçait la couverture. Les lances rebondissaient sur la surface. Les pierres étaient inutiles. Même le feu ne pouvait atteindre les hommes cachés en dessous. L'ennemi regardait avec horreur ce mur de boucliers ramper de plus en plus près. Totalement inarrêtable. Et puis, quand les Romains étaient assez proches, ils brisaient la formation, tiraient leurs épées et attaquaient de toute leur force. La tortue n'était pas seulement forte, elle était intelligente. Les commandants romains l'utilisaient particulièrement lors des sièges, lorsque leurs hommes devaient traverser un terrain découvert sous un feu nourri. Elle les protégeait pendant leur marche droit sous les murs ennemis. Parfois, la structure était même assez solide pour supporter des chevaux ou des chariots sur sa surface supérieure. Pouvez-vous imaginer une armée marchant sous une telle plateforme? Ce n'est pas seulement de la défense. C'est de la domination. Il y avait cependant un hic. La tortue était lente. Très lente. Si l'adversaire s'approchait trop près, la formation pouvait être brisée. Les soldats à l'intérieur ne pouvaient pas combattre efficacement tout en maintenant les boucliers en place. Si la cavalerie chargeait au bon moment ou si des archers attaquaient des deux côtés, la formation pouvait devenir un piège. Malgré cela, la plupart des ennemis n'avaient jamais vu une chose pareille. Ils étaient ébranlés. Certains s'enfuyaient avant même que les Romains n'arrivent sur place. Ce n'était pas seulement une tactique. C'était un message, nous arrivons et vous ne pouvez pas nous arrêter. Oseriez-vous affronter ce mur vivant, ou vous jetteriez-vous dans la fuite pour sauver votre vie? Une autre formation utilisée par les Romains était quelque chose de vraiment terrifiant. Un mur de guerriers qui ne combattait pas une seule fois, mais arrivait vague après vague. C'était la triple ligne de bataille romaine, connue aussi sous le nom de triplex assis. C'était l'une des tactiques de combat les plus ingénieuses et les plus choquantes que le monde antique ait vues. L'armée romaine prenait position. La poussière s'élevait. Les ordres résonnaient sur le champ de bataille. Des milliers de soldats prenaient place comme des pièces sur un échiquier géant. Cependant, ce n'était pas un mur d'hommes ordinaire. Il se tenait sur 3 lignes de profondeur, conçues pour épuiser l'ennemi lentement, sûrement et sans pitié. À l'avant se tenaient les Astati, jeunes, forts et prêts à charger. Derrière eux se tenaient les principes, plus âgés et plus expérimentés. Et tout au fond les triarii, des vétérans endurcis au combat, calmes et silencieux, attendant le bon moment. 3 lignes, 3 chances, 3 niveaux de fureur. Mais qu'est-ce qui rendait cette tactique si mortelle? Ce n'était pas seulement la force, mais le timing. La bataille ne commençait pas par une charge de tous à la fois. D'abord, les vélétis, des soldats légèrement armés, couraient en avant, lançaient des javelots, tiraient à l'arc, puis se retiraient par les espaces entre les unités. Ensuite, les Astati attaquaient. S'ils ne parvenaient pas à briser l'ennemi, ils se retiraient par les brèches dans la formation. S'il n'y avait toujours pas de victoire, les triarii entraient en action. Quand les triarii partaient au combat, cela signifiait que la situation était désespérée.
les Romains avaient même un dicton pour cette circonstance, on en est venu au triaire. Cela signifiait que la situation était devenue critique. Mais même alors, l'armée ne paniquait pas. Le système était construit pour résister à la pression. Les soldats se relayaient comme une horloge, ne laissant jamais de repos à l'ennemi. Pouvez-vous imaginer combattre contre eux? Juste au moment où vous pensiez avoir vaincu la première ligne, une autre s'avançait, fraîche, organisée et prête à tuer. Et puis une autre, et peut-être encore une. Le meilleur, c'est que la formation pouvait s'adapter. Elle fonctionnait sur terrain plat, sur les collines et dans les forêts. Peu importait. Les Romains avaient toujours un plan. Grâce aux espaces entre les unités, ils pouvaient bouger, se retirer et se reformer sans chaos. C'était comme une machine de guerre humaine. Le coin était l'une des formations les plus redoutées de l'armée romaine. Il ressemblait à un triangle composé de soldats, étroit à l'avant et large à l'arrière. Mais il ne s'agissait pas seulement de forme. C'était une arme en soi. Une arme faite d'hommes, de boucliers, d'épées et d'une force inarrêtable. Les commandants romains l'utilisaient lorsqu'ils devaient percer les lignes ennemies. Quand l'ennemi se tenait en un mur compact, épaule contre épaule, pensant être en sécurité, le coin romain frappait vite, fort et net. Les soldats tout à l'avant du coin étaient les plus forts et les plus expérimentés. Leur tâche était de frapper les premiers et de frapper fort. Derrière eux, d'autres soldats poussaient, rang après rang. Le poids de la formation poussait constamment vers l'avant. L'avant ne s'arrêtait pas. Les côtés s'élargissaient et agrandissaient la brèche. Cela fonctionnait exactement comme un coin en bois fendant une bûche. Le coin romain fendait les armées. Il était utilisé dans les batailles où briser la ligne ennemie était la clé de la victoire. À la bataille de Pydnor en 168 avant notre ère, les coins romains ont frappé la célèbre phalange macédonienne. La ligne ennemie, autrefois considérée comme invincible, a été déchirée. À la bataille de Watling Street, lorsque les Romains affrontaient l'armée rebelle de Doudikar en supériorité numérique, le coin les a aidés à gagner. Après avoir arrêté la charge ennemie par des salves de javelots, les Romains ont formé des coins et ont avancé. Ils n'ont pas seulement tenu la ligne, ils l'ont percée. Le coin n'était pas seulement efficace, mais aussi choquant. Les ennemis ne s'y attendaient pas. La plupart des armées combattaient en ligne plate et droite. Elles comptaient sur le nombre, espérant écraser l'adversaire par le seul poids de la masse humaine. Le coin, cependant, ignorait les nombres. Il utilisait la précision et la pression. Il ne heurtait pas l'ennemi de front. Il le coupait. À un moment, l'ennemi avait un front solide. L'instant d'après, il était séparé en deux, et les Romains s'engouffraient par le milieu. La désorientation s'ensuivait. Les soldats ne savaient pas s'il fallait combattre, fuir ou essayer de se regrouper. Et pendant qu'ils hésitaient, le coin continuait d'avancer. Ce n'était ni bruyant ni spectaculaire, mais c'était mortel. L'armée romaine possédait d'excellentes tactiques même sur l'eau. L'une des inventions les plus surprenantes et choquantes était le corvus, une lourde passerelle d'abordage en bois qui transformait les navires en champs de bataille. Le mot corvus signifie corbeau en latin. Le nom venait de la pointe de fer acérée au bout de la passerelle, ressemblant à un bec d'oiseau. Ce n'était cependant pas une décoration. Elle était conçue pour s'enfoncer profondément dans les ponts des navires ennemis et les maintenir en place. Au début de la première guerre punique, Rome n'avait presque aucune expérience en mer. Carthage, en revanche, possédait une flotte puissante ainsi que des équipages rapides et bien entraînés. Rome devait trouver un moyen de combattre sur l'eau sans compter sur des compétences de navigation. Leur réponse fut de transformer les batailles navales en batailles terrestres. Le corvus mesurait environ 11 mètres de long et un peu plus d'1 mètre de large. Il était monté à l'avant du navire et contrôlé par des cordes et des poulies. Lorsque le navire ennemi approchait, les Romains abaissaient la passerelle. La pointe acérée frappait le pont de l'adversaire, bloquant les deux navires ensemble. Alors, les soldats romains, entraînés au combat terrestre, couraient sur la passerelle et commençaient le combat au corps à corps. Les marins carthaginois ne s'y attendaient pas. Ils étaient maîtres de la manœuvre et de la vitesse, pas du combat rapproché. Soudain, leur plus grand atout, la mobilité, devenait inutile. Dès que le corvus était en place, les légions romaines traitaient le navire ennemi comme un champ de bataille. À la bataille de Mila en 260 avant notre ère, le corvus a aidé Rome à remporter sa première grande victoire navale. 30 navires carthaginois furent capturés. Les équipages n'avaient aucun moyen d'échapper aux attaques brutales des Romains. À la bataille du Cap Ecnum en 256 avant notre ère,
La tactique a fonctionné à nouveau. Malgré l'avantage de Carthage en vitesse et en manœuvre, elle perdit plus de 90 navires. Les soldats romains utilisaient le corvus pour aborder, combattre et dominer. L'ennemi était ébranlé. La guerre navale devait reposer sur la vitesse, le vent et les navires. Les Romains, cependant, ont changé les règles. Ils ont apporté des épées, des boucliers et de la discipline sur la mer. Malgré cela, le corvus avait des défauts. Il était lourd. On ne pouvait pas l'utiliser par mercredi agité. Avec le temps, alors que les marins romains devenaient mieux entraînés, il devint moins nécessaire. Cependant, pendant un bref moment, cette passerelle étrange et brutale donna à Rome la maîtrise des flots et transforma la peur en victoire. La fausse retraite est un classique parmi les tactiques de combat, mais les Romains et leurs ennemis ont appris à quel point elle pouvait être dangereuse. À première vue, cela ressemble à une défaite. Les soldats se retournent et fuient. L'ennemi applaudit et se lance à leur poursuite, mais tout cela fait partie du plan. Dans une fausse retraite, une unité feint la déroute et la fuite. Le but était d'attirer l'ennemi vers l'avant, de le rendre trop confiant et d'introduire la désorganisation. Et puis, quand le bon moment arrive, les forces en retraite s'arrêtent, se retournent et contre-attaquent. Cette tactique exige non seulement du courage, mais aussi de la discipline. Les soldats doivent faire semblant d'avoir perdu sans perdre réellement le contrôle. Quand c'est exécuté correctement, les effets sont dévastateurs. Les Romains l'ont expérimenté pour la première fois en 262 avant notre ère pendant la première guerre punique près de la ville d'Agrigente en Sicile. Le général carthaginois Zanon ordonna à sa cavalerie numide d'attaquer les Romains, puis de se retirer rapidement comme s'ils avaient été vaincus. Les Romains crurent à la ruse. Leur cavalerie se lança à la poursuite des cavaliers en fuite, rapide et désireuse de les achever. Ils ne savaient pas cependant qu'ils fonçaient droit dans un piège. L'armée principale d'Anon attendait, prête. La cavalerie romaine tomba dans une embuscade et subit de lourdes pertes. Le choc ne fut pas seulement la défaite, mais la ruse elle-même. Un autre exemple brutal eut lieu loin de Rome en 221 avant notre ère. Le commandant grec Xénoéta, combattant pour le roi séleucide Antiochos, marchait contre le rebelle Molon en Médie. Molon se retira, feignant la fuite. Xénoéta traversa la rivière, pensant que la victoire était proche. Son armée se relâcha cependant, beaucoup de soldats buvant et se reposant. Alors les troupes de Molon revinrent, rapides et meurtrières. Xénoéta mourut, et toute son armée fut anéantie. Même les ennemis de Rome utilisaient bien cette tactique. Les Lusitaniens en Espagne en étaient experts. En 153 avant notre ère, leur chef, Punicus, utilisa une fausse retraite pour écraser l'armée romaine sous le commandement de Lucius Mummius. Plus tard, le célèbre chef lusitanien, Viriès, utilisa à plusieurs reprises la même manœuvre pour déjouer les généraux romains. Pourquoi donc cette tactique choquait-elle tant l'ennemi? On peut dire qu'elle jouait avec leur esprit. Elle leur faisait croire à la victoire juste avant qu'ils n'entrent dans les bras du désastre. Elle transformait la fierté en panique, et la force en confusion. Les Romains sous le commandement de Jules César ont mené l'une des tactiques de siège les plus choquantes et ambitieuses de l'histoire ancienne. Cela s'est passé en 52 avant notre ère dans un lieu appelé Alésia. Le chef gaulois Vercingétorix s'était réfugié à l'intérieur d'une ville fortifiée sur une colline avec des milliers de guerriers. La plupart des généraux auraient essayé de prendre cet endroit d'assaut, mais pas César. Au lieu d'une attaque directe, César a misé sur la patience et l'ingénierie. D'abord, il a ordonné à ses légions d'encercler complètement Alésia. Il voulait que personne ne puisse sortir et qu'aucune aide ne puisse atteindre l'intérieur. Pour y parvenir, il a érigé une puissante ligne de fortification. On appelait cela la circonvallation. Elle s'étendait sur 16 kilomètres. C'est 10 000 de fossés, de murs en bois, de tours et de pièges encerclant complètement l'ennemi. Le long de la ligne se dressaient 23 tours occupées par des archers et des frondeurs romains, prêts à attaquer si les Gaulois tentaient de s'échapper. César ne s'est cependant pas arrêté là. Il savait que Vercingétorix avait envoyé des cavaliers pour appeler des renforts. César a donc construit une deuxième ligne de fortification, tournée vers l'autre côté. Ce deuxième anneau était appelé contre-vallation. Il devait protéger l'armée romaine d'une attaque extérieure. En bref, César a piégé son ennemi entre deux murs mortels, comme un couvercle sur une marmite bouillante. Le niveau de détail était incroyable. Les hommes de César ont creusé des fossés profonds, certains remplis d'eau pour arrêter la cavalerie. D'autres étaient hérissés de pieux aiguisés.
Derrière eux se dressaient de hauts murs surmontés de créneaux et de pointes en bois. Devant les lignes, on plaça même des fosses cachées et des pièges pour ralentir les adversaires qui chargeaient. Et quand le terrain n'était pas plat, César avait des idées encore plus surprenantes. Il ordonna la construction d'une immense rampe de terre. Son but était de niveler le creux du terrain et de permettre aux tours de siège d'avancer. Pas d'échappatoire de l'intérieur, pas de sauvetage de l'extérieur. Vercingétorix s'attendait que ses alliés percent, mais quand ils arrivèrent, ils trouvèrent la route bloquée par le mur extérieur. Les Gaulois à l'intérieur essayaient de sortir. Ceux de l'extérieur essayaient de percer vers l'intérieur. Les uns et les autres échouèrent. Le double siège a fonctionné. Cette stratégie a stupéfié les ennemis de Rome. Qui construit deux murs pour livrer une seule bataille? César l'a fait. Et grâce à cela, il a brisé la dernière forte résistance en Gaule. Certains États utilisaient souvent des éléphants de guerre dans les batailles. Les Romains n'en faisaient pas partie, mais ils possédaient une excellente tactique pour lutter contre eux. Une tactique qui transformait la peur en stratégie. Les éléphants de guerre étaient terrifiants. Ils étaient rapides, énormes et à première vue inarrêtables. Leur peau épaisse les rendait difficiles à tuer, et leur force leur permettait d'écraser aussi bien les hommes que les chevaux. Dans les guerres contre Pyrrhus et les guerres puniques, les soldats romains les virent de près et faillirent plier sous leur puissance. Mais Rome s'adapta. Dès qu'ils apprirent à les combattre, les éléphants cessèrent d'être invincibles. Première étape, ne pas les combattre de front. Au lieu d'attaquer de face, les troupes romaines visaient les jambes et les yeux, des points faibles difficiles à défendre. Lances, flèches et attaques de flanc devinrent leurs outils. Les soldats attendaient le bon moment, puis frappaient rapidement et s'écartaient. Ensuite, ils créaient des brèches dans leur formation. Au lieu de laisser les éléphants foncer dans des rangs serrés, ils créaient des couloirs étroits. Quand les animaux chargeaient, ils couraient droit à travers, sans détruire toute l'armée. Et une fois qu'ils se trouvaient derrière la ligne principale, désorientés et exposés aux coups, les Romains les attaquaient de toutes parts. Ils utilisaient également la peur des éléphants contre eux-mêmes. Bien qu'ils parussent puissants, les éléphants restaient des animaux, et les animaux peuvent paniquer. L'une des tactiques les plus étranges utilisées par les Romains impliquait des porcs enflammés. Oui, de vrais porcs couverts de pois ou de goudron inflammable, qu'on allumait ensuite et lâchait vers les éléphants qui chargeaient. Le son des porcs couinant de terreur combiné à la vue et à l'odeur des flammes suffisait à rendre les éléphants fous de peur. Pris de panique, ils faisaient souvent demi-tour et couraient droit sur leur propre ligne, piétinant les soldats et provoquant le chaos. C'était une ruse brutale et macabre, mais elle fonctionnait. Pour arrêter les charges avant qu'elles ne commencent, les Romains creusaient des fossés et plaçaient des pointes acérées dans le sol. Ces obstacles bloquaient les éléphants ou les blessaient avant qu'ils ne puissent causer des dégâts. 2 batailles ont prouvé que ces tactiques fonctionnaient. À la bataille de Bénévent en 275 avant notre ère, les Romains vainquirent Pyrrhus d'Épire en utilisant des passages ouverts et des attaques latérales. Pyrrhus gagna certes, mais perdit tant qu'il dit « Encore une victoire comme celle-ci et je serai perdu ». À la bataille de Zama en 202, les Romains sous le commandement de Scipion laissèrent des brèches dans leurs lignes. Les éléphants d'Hannibal chargèrent, manquèrent leur cible et coururent de retour dans leur propre armée carthaginoise. Ce chaos a aidé Rome à gagner et à mettre fin à la deuxième guerre punique. Les ennemis de Rome étaient sincèrement choqués par le grand contrôle que les commandants romains exerçaient sur leurs propres soldats. Ce n'était pas seulement une question d'armes ou de formation. C'était une question de discipline. L'une des tactiques les plus sévères et les plus terrifiantes utilisées par les Romains pour maintenir leur légion en rang était la décimation. La décimation consistait à tuer un soldat sur 10 dans une unité, choisie par tirage au sort. Peu importait que l'homme ait combattu courageusement ou non. Si le sort se tournait contre lui, il mourait. Et pas de l'épée d'un officier, mais des mains de 9 de ses plus proches compagnons. Ils étaient contraints de le tuer personnellement. Cette punition était appliquée dans des cas extrêmes, mutinerie, désertion ou lâcheté. Les généraux romains savaient que la peur pouvait être une arme puissante. Si un seul homme fuyait au combat, cela pouvait répandre la panique, alors ils s'assuraient que personne n'osait le faire. Le prix était trop élevé. Le processus était brutal. L'unité était divisée en groupes de 10 personnes. Chaque groupe tirait au sort. Le malchanceux était ensuite battu à coups de bâton ou poignardé à mort par les 9 autres. Ensuite, ceux qui survivaient étaient punis davantage, rations réduites et obligation de dormir hors du périmètre de sécurité du camp. Leur honte était totale, tout comme le message.
Cette tactique n'était pas utilisée souvent, mais quand on y avait recours, une vague de peur traversait les rangs et les armées ennemies. Les soldats romains pouvaient craindre la mort au combat, mais ils craignaient encore plus la défaite. Ils savaient que le plus grand danger pouvait venir de leur propre camp s'ils rompaient les rangs ou n'exécutaient pas les ordres. L'un des exemples les plus célèbres fut la situation pendant la Troisième Guerre servile, lorsque le général romain Crassus ne parvint pas à vaincre Spartacus. Il en blâma ses propres soldats. Pour leur donner une leçon, il ordonna la décimation. Des centaines d'hommes moururent non pas des mains de l'ennemi, mais de celles de leurs propres compagnons d'armes. Marc-Antoine l'utilisa également. Après une défaite cuisante en Médie, ses soldats perdirent l'esprit combatif. Il n'est puni donc à la romaine. Et bien avant eux, même des généraux du début de la République, comme Appius Claudius, appliquaient la même tactique pour imposer la discipline pendant les guerres avec les Volsques. Les ennemis qui entendaient parler de cela ne pouvaient pas y croire. Des soldats s'entretuant sur ordre. Mais c'est précisément ce qui rendait Rome si puissante. Cela montrait jusqu'où ils étaient prêts à aller pour l'ordre, le contrôle et la loyauté. Laquelle de ces tactiques romaines trouvez-vous la plus choquante? L'armée romaine maîtrisait l'art de la guerre à la perfection, non seulement par la force, mais par la stratégie et une créativité souvent terrifiante. Avez-vous entendu parler d'autres tactiques militaires qui repoussaient autant les limites? Partagez vos pensées ci-dessous et découvrons ensemble le génie et la brutalité des armées qui ont façonné l'histoire. À bientôt dans le prochain épisode.